Ah, moi, j'adore l'argent. Donc, ma relation à l'argent est très saine. Je ne pourrais pas faire un job avec les armes. Et je trouve qu'il faut arrêter avec le French washing, par exemple. Et il faut respecter beaucoup plus ce pays parce que vous avez tellement de choses qui nous sont données en tant que citoyens. Salut à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Hors Cadre Média avec une invitée qui va nous ramener un peu de soleil et beaucoup de chaleur, je l'espère, grâce à son très bel accent qui nous vient tout droit de l'Italie, précisément de Naples, là où on mange les meilleures pizzas du monde, n'est-ce pas? Ah oui, ouais. Voilà. Barbara, c'est ça, la directrice générale de Mastercard France. Elle a dit oui pour répondre à mes questions et me fait l'honneur d'être là. Car, comme vous le savez, Hors Cadre Média, c'est de raconter qui vous êtes, c'est de savoir qui est cette personne qu'on a en face de nous, au-delà des chiffres et de la performance. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, enfin, du moins pas que ça. Donc, merci Barbara d'être là. Merci à toi pour l'invite. Voilà. Et puis, on va commencer dans le vif du sujet. D'accord. On va parler tout de suite un petit peu trajectoire, carrière, etc. Comme ça, les gens qui ne te connaissent pas encore sauront qui est Barbara, c'est ça. Si je dois effacer sur ton CV, tout ton CV, ton titre et tout ce qui t'honore, quel est le fil rouge de ta carrière, de ta vie qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui à être dirigeante? Changement. Je dirais ça en un mot. En fait, capacité à embrasser le changement, à le chercher, à n'avoir pas peur, des fois de ne pas connaître tous les aspects du travail dans lequel j'allais me lancer. Et donc, je dirais changement et risque, et prise de risque. Voilà, si je devrais synthétiser un peu ce CV, sans titre et sans décrire les travaux que j'ai fait au fur et à mesure, je dirais que ça, c'est les deux mots qui ont caractérisé mon parcours. Et est-ce que du coup, la prise de risque, c'est selon toi vraiment nécessaire, indispensable pour arriver dans des carrières qui sont vraiment très hautes? Je pense que oui, c'est-à-dire que j'aime pas la phrase de dire il faut sortir de la comfort zone parce que c'est pas forcément ça. Je dis que des fois, il faut en fait étendre ce muscle. Ouais, c'est une belle image. On est tous capables. Partons dans cette base. Pour moi, tous les gens sont intelligents. Il n'y a pas de gens pas intelligents, en fait. Mais il y a des gens qui ont la capacité à se mettre dans un état de difficulté et à traverser cette difficulté et à se lancer. Et des autres qui ont besoin de connaître l'environnement. Or, quand tu veux grandir en vertical et donc aller vers les positions les plus hautes, tu dois assumer cette dose de risque. Tu dois douter parce que ce doute, ce risque te fait grandir. Est-ce que tu as connu en début de carrière, en milieu de carrière, des injustices professionnelles qui, sur le coup, t'ont vraiment remonté, que tu dis c'est terrible, c'est pas juste, et que avec le recul, tu t'es dit, en fait, ça m'a renforcé. Est-ce que tu as un souvenir un plus marquant qu'un autre, peut-être? Je tiens à dire ça parce que, en fait, oui, j'étais déçue des fois, par exemple, quand je pensais que connaître les choses et tout se base sur le mérite. Pour des années, je pense comme tout le monde, vous sortez de l'école, vous êtes une très bonne élève, vous avez ce syndrome de la première de la classe, donc vous dites, je rentre dans le monde du travail, je fais mon travail. C'est ce que tu étais, toi, la première de la classe? J'étais la première de la classe et j'avais ce syndrome de vouloir être la première de la classe, mais comme beaucoup de femmes que je rencontre aujourd'hui. Et après, vous sortez, vous rentrez dans le monde du travail et vous êtes dans l'équation, je fais bien, je continue à faire, j'aurai des résultats et les gens vont voir ce que je fais. Sans le raconter, mon travail va parler à ma place. Or, généralement, pour faire carrière, c'est rare que le travail parle à votre place. À un but de moment, il faut le raconter. Il faut que vous soyez le premier, en fait, ambassadeur de ce que vous faites. Ah, je suis contente d'entendre ça. Parce que, mais beaucoup, et donc j'ai vécu des déceptions. Et j'ai vécu aussi des moments dans lesquels j'ai vécu ça comme une injustice. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé. Et pourtant, j'avais fait tout. Et pourtant, j'étais la plus préparée. Bref, tu l'as raconté à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui manquait? Justement ça, de ne pas raconter. En fait, le faire, mais sans le faire savoir, c'est invisible. Ouais, je comprends. Et en fait, nous, on n'a pas la culture de faire savoir. Oh, le faire savoir, le faire est super important. Mais un but de moment de votre carrière, c'est le faire savoir qui est important.
Bien sûr. Et donc, ces déceptions-là sont devenues un moment aussi dans lequel vous prenez connaissance du monde du travail, des règles du jeu. C'est tellement important de connaître les règles du jeu. Alors, il y en a qui vont dire: «Oui, mais il y en a qui trichent avec les règles du jeu. Il vaut mieux respecter les règles, on est récompensé». Mais on met beaucoup plus de temps. Mais je ne dis pas de ne pas respecter les règles. Ce que je veux dire, c'est que si vous restez toujours à vous dire: «Je le fais en silence», le silence ne paye pas parce que les autres, comment ils font à savoir? C'est un peu comme, dans l'histoire de couple, quand vous voulez que votre mari range, mais vous le dites pas. Mais vous êtes énervé parce qu'il a pas rangé. Mais si vous n'expliquez pas ce que vous entendez de l'autre, Ouais. l'autre peut pas deviner. Non. Et c'est la même chose dans le travail. Quand vous faites quelque chose et vous faites bien, il faut le raconter. Voilà ce que j'ai fait. Voilà les résultats que j'ai eus. Que ce n'est pas se mettre en avant pour se mettre en avant. Mais j'ai accompagné, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai accompagné une directrice dans un gros groupe qui stagnait dans sa carrière et qui avait des envies de grandir. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Et elle avait son entretien avec le big boss. Et je lui dis: «Est-ce que tu sais où est-ce que tu veux aller? Quelles marques avec lesquelles tu veux bosser? Tu veux être la boss de quelle nouvelle?» Elle me disait: «Je ne sais pas». Je lui dis: «Mais si toi, tu ne sais pas, et même si tu le sais mais que tu ne le dis pas», c'est exactement ce que je disais. Ben, en fait, il va dire next, allez, tant pis. Donc il faut être affirmé, il faut savoir oser. C'est même pas oser, c'est normal de Ouais, il faut réfléchir. faire savoir. Exactement. Faire savoir aussi ses besoins, là où vous voulez aller. Parce qu'encore une fois, un manager, même s'il est le meilleur du monde, ne peut pas toujours deviner, peut se faire une idée sur votre carrière, vous accompagner. Mais la première personne à devoir vouloir savoir où il faut aller, C'est par soi. c'est soi-même. C'est par soi. Pourquoi as-tu quitté l'Italie pour la France? Alors, j'espère que c'est une belle anecdote que tu vas nous faire rêver. Ouais, j'ai quitté pour amour. Par amour? Par amour. C'est Ouais. une très belle. C'est de quitter pour quelque chose qui aujourd'hui peut vraiment changer les choses. L'amour. J'ai rencontré quelqu'un qui est toujours, qui a bouleversé ma vie au sens qui a fait rentrer l'amour dans ma vie. J'étais très pragmatique. Ouais, pas très romantique. Moi, je suis pas romantique à la base. Mais lui, c'était la première personne qui m'a fait sentir ce sentiment dans le ventre, je sais pas, cette immense joie. Ouais, c'est vraiment, j'ai découvert les papillons avec lui, mais cette immense joie de partager un projet. Ouais. Et à un bout de moment, lui est français, il travaillait en Italie, mais il avait envie de revenir en France. Il a trouvé une opportunité en France. Et moi, en travaillant déjà pour une entreprise internationale comme Mastercard, parce que je le rappelle, c'est une entreprise de technologie dans le secteur de paiement, 210 pays, parmi lesquels la France. Je me suis dit, peut-être il y aura des opportunités pour moi. Et j'ai eu la chance de travailler pour une société qui m'a accompagnée, en fait, et qui m'a permis de venir en France. Donc, j'ai trouvé une position ouverte en France. Et depuis 2009, fin 2009, je suis ici. Est-ce que tu as dû apprendre le français? Tout à fait. Parce qu'à la maison, du coup, vous parlez italien ou vous parlez On français? parlait italien à la base parce que je ne parlais pas français. Ouais. Et lui parlait très bien italien, donc il n'avait pas besoin de trouver une autre langue. Donc notre langue de rencontre, c'était l'italien. C'était Très l'italien. jolie langue. Et après, quand je suis arrivée en France, bien évidemment, il y avait la nécessité, pas seulement pour le travail, mais aussi pour l'intégration de moi comme personne, parce que c'est fondamental d'avoir aussi une vie sociale, hein. Le travail n'est pas tout dans la vie. Oui, bien sûr. Et au tout début, pour moi, c'était compliqué parce que je ne parlais pas français, donc j'étais seule, en fait. C'était difficile, hein? C'est une langue que tu as trouvée difficile? C'était difficile parce que c'est une langue magnifique et autant compliquée à écrire, beaucoup de règles, beaucoup d'accents, beaucoup de sons que je ne connaissais pas du tout et qu'en italien, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, encore, mes filles se moquent beaucoup de moi et de mon accent. Moi, je trouve super charmant ton accent. Et de ma façon de parler. Mais c'était une période à la fois magnifique, parce que la découverte d'un pays, d'une culture, même si la France, c'est très proche de l'Italie, ça change, hein. Culturellement, les films, le cinéma, l'art, le théâtre, la littérature, c'est complètement différent. Mais c'était aussi dur parce que j'étais seule. Et la première année, j'ai beaucoup souffert de cette solitude
Oui, bien sûr, j'avais mon compagnon, j'avais ma petite fille, mais Il n'y avait plus des socialement amis, il y avait plus, voilà quoi, socialement, tu j'étais très, très seule et après petit à petit, bien sûr, c'est fait, bon, bien intégrée en Ouais. France. En tout cas, je crois que Mastercard est content de t'avoir et de toute façon, moi aussi j'ai de la famille italienne. J'adore ce pays et cette interview est quand même, sous un peu le parfum de l'Italie. Tu verras tout au long de l'interview. Barbara, qui avait 16 ans, aujourd'hui, elle penserait quoi de la Barbara d'aujourd'hui, sur sa carrière? Oh, elle sera très contente parce que je pense que, comme je suis passée au travers de beaucoup de défis Ouais. et c'est bizarre, hein, ce que je viens de dire parce que je n'aime pas du tout vieillir. C'est pas le message que je veux donner, hein. Je déteste vieillir. Je préférerais avoir la peau d'une personne de 20 ans. C'est vachement net de dire ça. Ah bah, je Il y a beaucoup de déteste femmes qui vieillir. disent: «Moi, j'adore vieillir, Ah moi, non, mais je j'adore déteste. les rides». Non, mais ouais, non, Moi, c'est une angoisse. Moi, non. C'est parce que j'ai peur de certaines choses, sinon je serais prête à tout. Ouais. Ouais, ça allait. Non, mais c'est vrai, moi, je vois. La seule chose qui me plaît c'est que, et ça, c'est vrai, je me trouve beaucoup plus solide, au sens beaucoup plus, plus en alignement avec moi-même et je ne suis plus dans cette recherche de plaire à tout le monde. Je suis passée par un âge dans lequel je sentais le besoin de plaire à tout le monde, hein, pour trouver des amis, un peu. Je regarde maintenant ma fille qui est ado et je vois qu'il y a ce besoin de plaire. Aujourd'hui, je ne dis pas que je veux déplaire, mais c'est-à-dire je suis beaucoup plus dans la sélection. Ouais. Je fais vraiment les choses que j'aime faire. Les Tu personnes, choisis, tu sélectionnes. ouais. Et je n'ai pas peur de rater des choses. Ça, c'est bien, ouais. Je suis passée par une phase dans laquelle j'avais peur de rater quelque chose et donc un peu partout, un peu avec tout le monde, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à la sélection et je m'assume beaucoup plus. Plus sereine, Oui, plus sereine, confiante. plus confiante. Je dis aussi quelque chose de personnel. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus jalouse de mon compagnon. Ouais, et aujourd'hui, c'est pas que je ne suis pas jalouse, mais en fait, la relation est plus. C'est la confiance C'est la aussi, confiance et je me trouve beaucoup mieux moi. Ouais. Mais je continue à dire que moi, les rides, je les veux pas. On va parler un petit peu leadership. Moi, je te vois beaucoup, enfin, parce que je te suis, donc prendre la parole. Je trouve que le leadership féminin ou masculin, en général, il est très lissé, uniformisé. Chez les femmes, encore plus. Je trouve qu'on leur demande d'être sages. Je vois qu'il y a 5 femmes au CAC 40. Je les aime beaucoup. Enfin, je suis admirative, mais elles sont toutes habillées de la même façon, la même coupe, et cetera. Est-ce que toi, tu as dû déconstruire un cliché comme ça sur le. Alors déjà, j'ai pris, comme je te disais, avec l'âge, à m'assumer Ouais. beaucoup plus Voilà. et donc à ne pas me forcément rentrer dans les attentes. Mais c'est vrai, juste pour je ne veux pas défendre ces femmes du 40 parce qu'elles sont tellement puissantes qu'elles peuvent se défendre toutes seules et elles ont fait une carrière magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on attend d'un leader masculin des choses différentes d'un leader féminin. Déjà, pour moi, ça n'existe pas, la leadership féminine et masculine. Ça existe, la leadership, qui est la capacité à faire que les autres te suivent, à amener les autres là où il faut y aller. C'est une capacité, hein, c'est une capacité de convaincre, à créer une stratégie de convaincre les autres et tu vois, c'est magnifique en fait. Mais tout le monde est le leader parce que dans ta maison. Oui, mais justement, c'est ce que je te disais. J'ai parfois l'impression de voir ils sont tous un petit peu pareils. Tu vois, par exemple, l'humour n'existe pas. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. On est soit habillés en marine, soit en noir. À la fin, Je suis d'accord avec toi, mais ce que je voulais te dire, c'est que si on a créé cette leadership au féminin, pourquoi? Pour mettre une autre injonction en plus sur les femmes. Parce que quand tu nommes un monsieur, tu nommes une femme, tu nommes un monsieur, par définition, tu assumes qu'il est capable. Voilà. S'il est dur, il est assertif. Ouais, hein. Et quand tu nommes une femme, tu attends de voir. Parce que déjà, elle était nommée, on ne sait pas pourquoi. Hein? Ben, c'est la phrase, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui elle connaît, etc. Et tu attends d'elle qu'elle soit gentille, qu'elle soit souriante, qu'elle n'ait pas des journées mauvaises, qu'elle soit la bonne mère de famille. Je déteste
cette façon. Donc, c'est vrai qu'on a une infirmité, mais c'est vrai aussi qu'on met sous la leadership féminin un poids extra majeur, en fait. Et un regard, en fait, c'est pas la femme qui a un leader différent, ce sont les autres. Ce sont les autres qui ont un regard différent. Qui ont un regard différent. Mais justement, tu penses pas que ça serait bien... j'ai interviewé Cathy Collard-Gégère, Maison Nicolas. Elle a un look qui détonne, on la remarque. Elle a une vraie signature dans sa façon d'être, de se présenter. Et il y a une agence qui lui a dit, ça va pas être possible ce look. Et elle l'a gardé. Et elle l'a gardé. C'est années 80 de dire ça à quelqu'un. Quand tu vois les femmes importantes aux États-Unis, elles assument des couleurs, elles assument leur coiffure. La présidente du Mexique est comme ça aussi, très, très forte. Elle parle bien, elle n'a pas peur. Enfin, elle est qui elle est. Ici, c'est vrai que j'aimerais bien voir des femmes plus elles-mêmes. Dans leur façon d'être, dans leur façon de s'habiller, de ne pas plaire à un conformisme que on nous demande. Alors aujourd'hui, je ne peux pas parler parce que je suis un noir et un marron, mais j'ai fait des conférences à Rose Barbie. Si c'est ton style tous les jours, mais ça ne me dérange pas. Moi, je pense, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je le vois et je prends et je commencerai à regarder ce que tu me dis parce que c'est intéressant. Chez les femmes politiques, c'est très intéressant de voir aussi, je trouve que c'est des bons modèles. Et ça, j'ai eu récemment quelqu'un politique qui m'a dit qu'elles sont sous une pression sociale pour faire ça, tu vois. Parce qu'en fait, sinon, ils se font remarquer. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a quelques années, une politicienne allait vers leur jupe et on a commenté que ça. Et donc, à un bout de moment, si tu veux revenir aux idées, tu es obligé, en fait. Elles sont obligées. C'est pour ça que je dis que c'est le regard des autres sur toi qui change. Et alors, des fois, c'est facile, en externe, de dire « Ouais, mais elle aurait pu assumer 2 fois la jupe. » Mais si tu veux porter des idées, en fait, on met sous ces femmes-là un point incroyable. C'est-à-dire, non pas un point, une injonction en plus. Et donc, c'est pas facile des fois. C'est pas facile des fois. Et donc, moi, je voudrais lancer cette idée, c'est à nous les femmes de nous défendre entre nous. La prochaine fois qu'une femme, un politique, se montre en télé, un vert, un rose, plutôt qu'avoir des commentaires horribles sous elle, nous les femmes, on doit les soutenir. Et récemment, il y a une autre personne qui s'est présentée avec une robe et tout le monde là a eu des commentaires négatifs, inclut les femmes. Oui, des fois, elles ne se rendent pas service. Non, entre nous, on ne se rend pas des services des fois. Non, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Je vais continuer. Justement, toi, quand tu as eu le poste ici, en France, est-ce que tu as fait des jalouses? Est-ce que ça a été on t'a plus mal regardé, comme tu disais tout à l'heure? Ah, bah oui. Alors, honnêtement, je pense que oui, c'est naturel. Tu l'as senti? Oui, je l'ai senti de quelqu'un. Et c'est aussi un sentiment naturel. Bien sûr. Déjà. Ce que je sentis, ce n'est pas de mes équipes. Ce que je sentis quand je vais à l'extérieur, c'est cette attente de voir ce que tu es capable de faire. Si l'argent était une personne, quelle serait ta relation avec lui? Moi, j'adore l'argent. C'est-à-dire, c'est l'argent, ça, à vivre, à se payer des loisirs. Donc, ma relation à l'argent est très saine, très saine. Je n'ai aucune peur de parler d'argent, aucune peur à investir de façon raisonnable et selon mes moyens. Et en fait aussi, dans les dernières années, et ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, ça fait déjà 5-6 ans que je porte ce sujet de l'éducation financière. Parce que je pense que c'est fondamental, surtout pour les femmes, d'être beaucoup plus éduquées sur l'argent, sur la façon d'épargner, d'investir, de se former en fait à l'argent. Ce que je veux dire par cela, c'est qu'on arrive trop tard dans le monde des investissements. Or, les messieurs le font beaucoup plus tôt que nous. Et donc, beaucoup de femmes arrivent trop tard à la retraite sans un patrimoine. Et alors, il faut rappeler aux jeunes filles l'importance des finances, l'importance de l'argent, et qu'est-ce que c'est fondamentalement, leur apprendre à faire des mathématiques, ce que c'est un intérêt composé en fait, et comment investir, et pourquoi investir, et si tu commences quand tu as 16, 17, 18 ans avec 50 €, 30 €, 20 €, 5 € par mois, ben, imagine, moi je prenais un cappuccino tous les jours, c'est 5,50 €, si c'est 5,50 €, je dis à ma fille, je me les mets
je sais pas, d'un fonds, etc. En année, combien ça fait, comment je peux Oui. investir. C'est comme ça que tu dis, en fait, de mesurer chaque achat qu'on fait. Est-il, Exactement. par exemple, vraiment utile? Est-ce que c'est utile? Quand les gens me disent: «Oui, mais moi je peux pas», et je comprends. Je ne dis pas que chacun doit investir des millions, je le fais pas, je n'ai pas des millions. Mais selon ses propres, déjà connaître, si tu demandes autour de toi le salaire, tout le monde le sait. Mais si je demande: «Mais combien tu dépenses par mois?» Les gens ne savent Ils pas. savent pas. OK? Combien d'abonnements tu as? Tous les abonnements, la télé, la musique, je sais pas, et des fois, les applications que tu payes chaque mois, 6 €, 7 €, mais combinées, Oui, ça fait une somme. ça fait une somme. Est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça? Ou est-ce que ça, par exemple, chaque mois, tu peux le mettre? Donc c'est des petits gestes, encore une fois, et c'est en adéquation à ton salaire, à ta capacité, mais c'est très important au tout début de connaître tes dépenses. Ces dépenses. Et aussi tes objectifs. Parce que tu peux dire que tu vas épargner pour un voyage, c'est un certain type d'épargne. Tu vas investir pour pouvoir préparer ta retraite, c'est un autre type de plan. Donc chacun et chacune doit connaître son point de démarrage, là où il veut aller et quels sont les outils. Et aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Dans le passé, c'était difficile. Il n'y avait que le conseiller bancaire. Aujourd'hui, tu as des Il y a outils en tout un ligne, tas, ouais. tu as des startups et déjà des femmes incroyables qui ont créé leur société pour éduquer les autres aux investissements, donc faire de l'éducation financière. Je ne peux pas tous les citer, mais je vais citer une qui est MyPhoenix, qui est une plateforme incroyable où les gens peuvent se former OK. et sont accompagnés, en particulier, encore une fois, les femmes. Et il y aura un moment, tu sais, où des milliards vont passer de main de génération. Là, ça va être des années, parce que tu as des héritages. Tu as des gens qui vont malheureusement Oui. mourir, vont laisser cet argent à une nouvelle génération. Est-ce que ces générations sont prêtes à utiliser cet argent et comment le faire? Donc, c'est un sujet important aussi pour l'économie. Oui. Bah oui. Mais aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus difficile. Tu vois, on est plus dans les années 80, 90, où par exemple, juste l'accès à la propriété n'est plus du tout le même. C'est très dur d'y arriver aujourd'hui. Ouais. Tu m'as répondu avec les adolescents, 18 ans, 20 ans. Ça me ferait sourire de savoir comment un enfant de 7 ans, 8 ans, qui commence à avoir de l'argent de poche par ses parents, tu lui donnes quoi comme petit conseil ou comment tu associes pour lui la valeur de l'argent? Parce que pour lui, moi, ils me disent, mais souvent, ah, mais ça va, c'est pas cher, c'est pas cher. Ouais, ou pas- bien, parce qu'aujourd'hui c'est digital, moi pour des années, ma fille a pensé qu'on payait pas. Parce qu'elle voyait le téléphone quand elle était C'est petite, pratique, elle me ouais. disait: «Maman, c'est pratique, ce téléphone fait tout». Non, c'est pas le téléphone. Mais en fait, je pense que c'est un bon point, il faut les éduquer dès qu'ils sont Dès aux tout valeurs petit. de tout Voilà. petit. Mais déjà avec les mathématiques, je reviens sur disais, point-là. les mathématiques. Déjà sur les mathématiques. Déjà, il faut faire plus de mathématiques. Déjà, il faut comprendre. Et après, petit à petit aussi, c'est la valeur de l'argent des choses, non? C'est apprendre aux enfants que chaque chose, par exemple, tu donnes de l'argent des poches, mais il faut pas donner énormément parce que sinon ils n'ont jamais un manque. Oui, il faut quand même cultiver. Cultiver. Mais encore La frustration. aujourd'hui, on n'est pas seul. Tu as des applications Oui, il y a tout. bancaires, tu as tous ces systèmes. Après, il y a aussi un peu de bon sens. Tout n'est pas Exactement. un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Et après, c'est aussi l'exemple Oui. que nous donnons à nos enfants. C'est ça. C'est fondamental. Est-ce qu'en Italie, on a une meilleure estime des gens qui gagnent leur vie par méritocratie ou c'est comme ici en France, il faut se cacher? Je pense qu'en Italie, je pense que c'est culturel dans les pays du bassin Ah ouais. méditerranéen. Parler d'argent, c'est jamais une très belle chose, en fait. C'est se mettre trop en avant, ça ne plaît pas à nos types de culture. Je sais pas, je pense que c'est historique aussi, en fait. Il faut pas trop en faire. Mais en Italie, c'est la même chose en Italie. C'est la même chose. Ouais. Bon, on va dévier, on va parler de travail, motivation, équipe. C'est sympa de travailler chez Mastercard? Comment on fait pour séduire un super talent? Alors déjà, si je suis restée 18 ans, c'est pas parce que je suis en fait une masochiste, on dit comme ça, mais parce que c'est une entreprise, vraiment une entreprise internationale déjà, qui a fait, en fait,
qui a beaucoup changé dans les derniers 20 ans et qui a mis beaucoup l'humain et le respect de l'autre, encore une fois, au centre de la stratégie. C'est tout ce qui est inclusion, diversité, c'est vraiment la façon de le faire, c'est culturel. Et donc, c'est une culture aussi du respect. Bien évidemment, rien n'est parfait. Aucune société est parfaite. Hein. Tu trouveras toujours la personne avec laquelle tu ne peux pas, je veux dire, avoir beaucoup de choses en commun. Et ce que culturellement, du top management, il y a du respect. Il y a du respect. Pour les gens. D'accord. Et ça, c'est très important parce que ce sont des valeurs qui sont là et qui sont là pour rester. Et qui font que les gens, en moyenne, restent entre 5, 7, 10 ans chez Mastercard. Et ça, C'est quand même hyper long. C'est hyper long. Bonne... C'est hyper long. Et ça, c'est parce qu'à la fin, même si tu as des journées, encore une fois, où tu te dis, mais ça ne va pas, mais tu trouves ton compte parce que tu es respecté. Ce n'est pas une question simplement de payer les gens. Et déjà, les salaires sont en adéquation avec le travail que tu fais. Mais c'est vraiment une question de j'y vais, je suis contente d'y aller, je suis respectée en tant qu'être humain. Et je respecte n'importe qui je suis, d'où je viens, de mon background. C'est bien à entendre parce que tu vois, avec le monde qui bouge beaucoup, avec l'IA, l'automatisation, etc., voir une entreprise aussi grande parler de ce genre de valeurs pour lesquelles l'humain compte encore, c'est rassurant. L'intelligence artificielle, nous l'utilisons depuis 20 ans. Par exemple, je te fais un exemple, il faut détecter la fraude. Et ça restera. Je veux dire, mais ce qui fait la force de Mastercard aujourd'hui, c'est les employés. C'est 34 000 personnes dans le monde qui vont travailler avec les partenaires, qui vont produire, qui vont réaliser des produits, qui vont anticiper les besoins des consommateurs, anticiper les besoins des banques. Et en fait, c'est cette force-là, et c'est pour ça que moi, je ne suis nulle part sans mon équipe. Et mon rôle, c'est bien sûr de faire grandir Mastercard en France, mais mon rôle, c'est de m'occuper de tes équipes, de mes équipes, de les valoriser, de les faire grandir. Et parce que c'est au travers de ces gens-là, aujourd'hui, des 155 personnes qui sont dans le bureau de Paris, qui est aujourd'hui Mastercard telle qu'elle est en France. Ce n'est pas Barbara qui fait ce travail-là. C'est grâce à eux. Un travail collectif. C'est un travail collectif, absolument. Qu'est-ce que tu voudrais surtout pas transmettre inconsciemment justement à tes équipes? Que leur voix ne compte pas. D'accord. En fait, il y a un autre aspect de la culture de Mastercard qui me plaît beaucoup, c'est accepter le challenge, d'être challengé avec respect, encore une fois, mais chaque voix est importante. D'accord. Et chaque voix compte. Et tu dois toujours créer un environnement où chaque personne peut s'exprimer. De la plus petite échelle au max. Absolument. Et chaque personne doit et peut et doit savoir qu'elle peut s'exprimer. Sur justement le travail, quelle croyance largement partagée, mais trompeuse, tu aimerais dénoncer? Seulement faire ne suffit pas. Il faut que tu dises ce que tu fais. Il faut que tu parles de tes résultats. D'accord. Dans le monde de la grande entreprise. Toi, ça serait de dénoncer le fait de croire que tu peux attendre que ça va arriver malgré des bons résultats, etc. Tu vas être récompensé. Non. Non. Ça, c'est vraiment une croyance limitante. Et je l'ai eu, comme je t'ai dit au tout début, pour beaucoup des années. Donc, si j'ai un conseil pour les nouvelles générations, et surtout pour les jeunes femmes. Des fois, on leur dit « Ah, mais elle s'exprime trop, cette nouvelle génération. Et pour les jeunes femmes, c'est fait. Il faut faire, il faut connaître, il faut être curieuse d'aller vers les nouvelles choses. Donc, aller vers les nouvelles technologies, ça, c'est fondamental. Allez connaître les choses, lancez-vous. Et en même temps, quand vous faites quelque chose de bien, dites-le. Donc, il faut le revendiquer. Que dirais-tu à un homme ou à une femme, peu importe, en milieu de carrière qui se sent bloqué par le fameux plafond de verre? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, se faire peut-être accompagner aussi, un coach. Parce que des fois, toute seule, on n'arrive pas à avoir la lucidité. Et souvent, on ne prend pas le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on est bloqué et en même temps, on ne prend pas un temps de recul pour dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à là?
et là vraiment où je veux être. Et quels sont les... En fait, mentalement visualiser là où nous... Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que quand vous êtes bloqué, vous êtes aussi dans le brouillard. Ah, c'est ça. Et dans le brouillard. Dans l'énorme brouillard, et tout est difficile. Je pense que tout le monde est passé par cette phase de carrière où tout vous semble impossible. Non, mais je n'arriverai jamais à faire ça. Ou je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai beaucoup de gens qui me disent, je ne sais pas quel est mon prochain job. Hein, parce que c'est difficile aussi Oui, de puis se il y en projeter. a qui ont peur de rester encore 20 ans dans la même boîte et se disent c'est compliqué si je vais ailleurs. Hein. Exactement, c'est compliqué. Mais des fois, c'est important d'aller ailleurs. Eh oui, Des fois, encore une fois, la notion de risque, de risque. c'est de se dire, là où je suis, je ne vois plus de sortie de secours. D'accord. Et est-ce que parce qu'après, vous pourrez aussi vous dire, est-ce que ce moment de blocage, je peux l'accepter et pour combien de temps? Mais si vous êtes dans la condition à vous dire, je ne peux plus l'accepter, alors la seule solution est de chercher ailleurs. Une bonne clé. Est-ce que toi, Barbara, tu as encore des rêves de carrière? Bien sûr que j'ai des rêves de carrière. C'est-à-dire que moi, ce rôle-là, j'ai l'opportunité et la chance de l'avoir depuis 1 an, donc c'est encore tôt. C'est encore tôt, ouais. C'est encore tôt parce que la première année, c'était comme une tsunami, Ouais. comme prendre en plein Ça visage. n'a pas dû être évident. Hein, ouais. Pas du tout. Je mesure, Un comme gros je t'ai bébé, dit, quoi. à la fois l'opportunité, la chance que j'ai eue, et je mesure l'importance du rôle. Donc, je ne prends pas à la légère. J'ai beaucoup mis de mon énergie, de mon volonté de réussir. Mais le parcours, je suis qu'au tout début. Hein. C'est comme tu commences une marathon, tu as 150 km à faire, tu n'es qu'à 20 bornes. Ouais, oui, encore. Donc, j'ai encore, je pense, 2-3 ans dans ce rôle, un minima. Et après, moi, j'aimerais bien prendre la direction d'une entreprise au niveau Europe, par exemple. Ça me plairait beaucoup. Donc, j'aurais plusieurs pays. Peut-être Mastercard. Peut-être, mais l'actuelle présidente de Mastercard d'Europe, elle est formidable. Formidable. Et je lui souhaite de rester à Londres pour porter, en fait, Mastercard dans le next level. Mais comme tu l'as dit, c'est bien de faire savoir. Ah oui, c'est bien de faire savoir. Absolument, absolument. Il faut le dire. Sinon, les gens ne savent pas parce que tu peux Et rester. puis, hop, c'est quelqu'un d'autre qui a eu le... Exactement, exactement. Et on se dit merde. Alors, on va parler un petit peu plus humain, savoir qui tu es, la personne qui se cache derrière toi. Quand on s'est eu au téléphone, brièvement, on avait parlé du fameux multitasking. Oui. Donc, multitâche en français, c'est un mouvement qui fleurit un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la capacité à pouvoir tout faire. Moi, pendant longtemps, je pense comme beaucoup de femmes, j'ai souvent dit un homme ne peut pas faire 2 choses à la fois. En l'occurrence, nous aussi, plusieurs. Finalement, je trouve qu'aujourd'hui, ils ont plutôt raison. Il vaut mieux faire une chose bien que 2 ou 3 moyennes. Et en plus de ça, j'ai tendance à penser que ce fameux mouvement du multitasking, ça apporte de la culpabilité et de la charge mentale en plus, en particulier pour les femmes. On est déjà bien servi. Toi, tu en penses quoi de cette capacité à pouvoir faire du code, de la finance, enfin, un peu tout? Comme je t'avais dit au téléphone, moi, je ne suis pas multitask. Encore une fois, en grandissant, voilà, un autre avantage, tu t'assumes. Et donc, tu te regardes au miroir et tu te dis, je ne suis pas multitask. Et c'est OK. C'est OK. C'est OK. Parce qu'on a grandi avec, encore une fois, cette légende métropolitaine que les femmes devaient tout faire. Pas savaient tout faire. Et c'était presque... Ouais, je donne à manger à mes bébés, je réponds à des appels avec mes boss, et en même temps, je mets 2 machines. Et ça, on était presque mis en avant pour ça, non? Ouais. Voilà, les femmes sont multitasking. Encore en injonction. Encore. Oui, mais tu vois, moi, je vois des femmes qui en parlent de ça. Enfin, on en dit tout à l'heure, mais... Là, qui? S'ils arrivent à faire des choses, moi, je ne sais pas. Toi, tes équipes, tu leur demandes, concentrez-vous sur une tâche. Ouais, faites une chose et à la fois. Parce qu'en fait, le cerveau n'est pas multitasking. Ça, c'est scientifique. Ça, je l'ai pris parce que je me suis beaucoup intéressée à ce sujet. Le cerveau n'est pas multitasking. Quand vous dites que vous êtes multitask, vous allumez, c'est comme dans une, dans une salle, la lumière éteint, la lumière éteint, la lumière éteint, la lumière éteint. En bout de moment, c'est blackout. Moi, je ne peux plus le faire.
Et pour des années, encore une fois, quand j'étais plus jeune, je me disais: «Oui, je peux le faire» et donc qu'est-ce que je faisais? Je participais à des écoles, à calls, je répondais à des emails. Résultat, à la fin des 2 heures, j'étais crevée, beaucoup plus fatiguée parce qu'encore une fois, le cerveau allait partout. Est-ce que j'étais vraiment performante? La réponse est non, parce que si tu me demandais de faire un résumé de l'appel téléphonique, j'aurais pris peut-être 10 minutes, 1 heure et l'email envoyé peut-être avait 1 heure ou 2 de grammaire. Or, si vous êtes avec quelqu'un, au-delà de respecter vous-même, n'étant pas multitasking et de respecter votre cerveau, vous respectez la personne en face. Quelles sont les valeurs que tu ne pourrais jamais trahir, même pour la proposition la plus alléchante au monde? Je ne pourrais pas faire un job avec les armes. Non, mais c'est vrai, hein, vendre des armes là, c'est vraiment contre mes Tes principes. principes. Et je ne pourrais jamais travailler pour des entreprises, encore une fois, qui ne respectent pas la diversité ou l'inclusion. Ça, c'est quelque chose que... Qui est rédhibitoire. Oui, Tu adores le cinéma. oui. Ça me rappelle déjà, c'est comme une Madeleine de Proust. Quand j'étais plus jeune, j'allais plus souvent avec mon papa. Et donc, j'ai ces fauteuils, tu sais, en velours rouge, cette atmosphère tu ne trouves plus dans les grandes salles. Et aujourd'hui, popcorn, chose. Non, mais c'est cette ambiance un peu, et c'était toi face à ce grand écran. Mm. Et tu plongeais dans le noir. Aujourd'hui, je sais, on a tous les homes maintenant, les Netflix. Toi, c'est pas ton truc. Moi, c'est moins mon truc. Et pourtant, je regarde des séries. Mais moi, par exemple, au cinéma, même pour aller voir des Marvel, Oui, t'as le droit. ça me va, bien. ça me va très bien. C'est-à-dire que moi, j'adore ce moment. Choisir le film, ça m'a l'air bête, hein. Mais aller, tu sais, à choisir, alors, c'est quoi la sortie de cette semaine? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait aller regarder? Et cette atmosphère, moi, j'aime beaucoup. Là, le week-end dernier, on allé voir un film qui m'a pas plu. Mais pour mes filles adolescentes, Le Diable Veste Prada. Oui, je l'ai vu. Ouais. Le numéro 2, ça m'a semblé Oui, plus oui, léger, même si les critiques disent que c'est comment dire, Une super production. c'est une production parce que c'est sur les enjeux de la presse aujourd'hui, etc., etc. Moi, je trouvais... C'est très minime dans le film. Je trouvais Ça très fait le début, light. c'est tout. Exactement. Je trouvais light. Ouais, Mais light. cette sortie, ces fauteuils heureux, ça... Ouais, c'est toujours plaisant. Et quand j'ai écrit cette interview, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, il faut absolument que tu vois un film qui est très peu connu. Moi, je l'ai vu avec ma sœur, on le regardait petite. Ça se passe à Rome. C'est magnifique, ça s'appelle Only You. OK. C'est une histoire d'amour. Et c'est avec l'acteur justement qui joue Iron Man. Ah, OK. Donkey Junior, quelque chose. Il est... ouais, tu craques. Hein. Alors là, tu sors les bonbons, tout, la couette. Regardez-le et tu verras si tu l'as vu. Avec mon plaisir. Rome est magnifiquement mis en valeur. Et l'histoire... Après, c'est pas difficile de mettre en valeur Rome. Oui, mais c'est un film d'époque. Enfin, c'est un film d'époque, il est sorti en 94. D'accord. Donc, tu vois, c'est des films qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et quand je l'ai écrit, je fais, il faut que je le revoie. Ça fait trop longtemps. Tu adores aussi les chiens. Ça, oui, j'adore. Le boxeur, tu m'as dit ton préféré. Donc, j'ai fait mes petites recherches sur ce chien. D'accord. Et voilà ce que j'ai trouvé. On dit du boxeur qu'il est vif, curieux, infatigable, un peu têtu et que l'obéissance n'est pas sa tasse de thé. Est-ce que c'est un peu ton tempérament? Oui. Ouais. Alors, ça doit se passer là. Je n'ai jamais recherché les temps. Mais quand j'étais plus jeune, on avait un boxeur à la maison qui a fait 14 ans de vie, longue vie, et qui était un compagnon incroyable. Incroyable. Tu m'avais dit que plus tard, tu aurais Ouais. Là, tu n'as pas de chien, mais tu aurais ton chien. Oui. Et voilà. Et non. Avant de passer, parce que j'ai un petit jeu, je voulais savoir, est-ce que tu vas voir Céline Dion? La réponse est non. J'aurais adoré, hein, donc si quelqu'un a des tickets, mais la réponse est non. Comment on fait pour rivaliser face à Visa et Céline Dion? Comment on fait Mastercard? Alors, si je peux me permettre, en fait, nous avons un grand partenariat depuis des années avec Live Nation, qui est le
principal dans la Nations brand de production des grands concerts. Donc, nous rivalisons déjà. Et donc, c'est un match. Eux, ils ont Céline Dion. Nous avons eu Taylor Swift, Beyoncé. Je sais pas, et des autres, des centaines qu'il y en a grâce à ce gros partenariat, parce que la musique est une des passions de nos consommateurs, de nos porteurs des cartes. Et donc, nous avons tout ce concept de priceless. Donc, il y a des choses qui ne s'achètent pas pour le reste, il y a Mastercard. Et parmi les choses qui ne s'achètent pas, c'est à ces moments de grande passion. Donc, on a cette partenariat. Et donc, tu peux avoir en avant-première des tickets pour des grands concerts. Donc, je les invite, les porteurs de Mastercard, à regarder. Mais ils ont été très, très bons, Visa, quand même, sur la communication. Absolument. Et écoute, quand ils font des choses bien, ils font des choses bien. Ce n'est pas parce que c'est de la compétition qu'ils ne font pas des choses bien. Au contraire, ils font des choses très bien. Voilà. Alors, on va passer sur un petit jeu. Je l'ai appelé Pasta Baguette. Voilà. OK. Pour l'Italie. Tu es plutôt café allongé ou ristretto? Ristretto. Une habitude française que tu as adoptée sans hésiter? Mettre la baguette sous le doigt. Ce qui énerve beaucoup les Italiens. Ah ouais? Parce que pour ma mère, c'est impensable. Et pas le pain, ça le pain sous le bras. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il faut avoir mis du déo avant. Mais... c'est marrant. En Italie, tu achètes des baguettes ou pas? Non, c'est pas des baguettes. On est moins bon sous le pain. Il faut la Non, mais tu peux trouver des boulangeries françaises. Oui, les boulangeries françaises, mais les boulangers italiens font pas des baguettes. Un défaut commun que tu retrouves chez les Italiens et les Français? Peut-être le caractère, oui. Le caractère. Un plat italien et français qui t'évoque de très bons souvenirs? Alors, un plat italien qui me évoque de très bons souvenirs, c'est tagliatelle à ragoût. Qu'est-ce que c'est? C'est des tagliatelle. Ah ouais? Le ragoût, c'est la bolognaise. La bolognaise, tagliatelle bolognaise. Parce qu'en fait, ma grand-mère faisait le meilleur ragoût au monde. Et tu sais, tu as ces souvenirs, encore une fois, de cette odeur qui te revient, même si tu fermes les yeux et si je pense à elle, j'ai 2 odeurs qui me reviennent. Ce ragoût qui mijotait le dimanche matin. Et donc, tu avais les carottes, tu avais la viande hachée, tu avais la tomate et tout ça. Et après, il y a une autre odeur quand je ferme les yeux et je pense à elle, c'est le café, cette mocha, tu sais, la cafetière. Et donc, ah oui, quand avant qu'il ça cool. Et c'est bizarre, hein, parce que je ne le fais plus, parce qu'aujourd'hui, tu as des machines comme au bar. Mais ça, c'est ça. Et donc, les tagliatelle pour en Italie, parce que c'est le plat du dimanche. Et français... Alors, c'est mon compagnon, il cuisine hyper bien. La chance. Ouais, il cuisine hyper bien. Il s'arrête aux œufs au plat. Non, il est incroyablement des choses. Écoute, moi, lui m'a fait découvrir un plat et c'est pas qu'il m'invoque des bons souvenirs. Lui, il fait, comment ça s'appelle? Le pot-au-feu. Ah, il fait un pot-au-feu. Ça, c'est bon quand c'est bien fait. Il fait un pot-au-feu. Je peux toujours, je l'ai mangé dans des super restaurants. Ah oui, mais lui, il fait meilleur. Maison, ça doit être très, très bon. C'est incroyablement bon. Et je sais que les gens n'aiment pas trop, mais moi, comme lui le fait, c'est bon. Exceptionnel. Quand c'est bien fait, c'est très, très bon. Je suis d'accord, ma mère le faisait aussi très, très bien. Elle faisait pas beaucoup de plats, mais celui-ci, elle le faisait vachement bien. Et elle faisait bien les bolognaises aussi. Bon, peut-être pas comme ta grand-mère. Et ton gros mot favori en italien et en français? Gros mot? Ah ouais, il faut le dire. En italien, ça passe. Moi, par exemple, en français, c'est putain. C'est celui que je dis le plus souvent. Je dirais pareil. Ah ouais? Et en italien, c'est un baffa. Baffa? Vaffa. Vaffa. C'est ce qui veut dire va, dégage. Que je retiens. En voiture, je vais changer. J'aime bien. Le coin de paradis pour les vacances en Italie. Tu as différents coins de paradis. Nous, on aime beaucoup la Sicile. Oui, j'y suis allée, c'est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup la Sicile. La Sicile, parce que c'est resté encore... malheureusement, cette île est maltraitée par les Italiens. Mais c'est resté encore dans des endroits un peu sauvages, un peu naturels, beaucoup plus que la Sardaigne. Parce que la Sardaigne, la côte Smeralda,
tu as des yachts partout. Oui, c'est comme la Côte d'Azur. Exactement. Et c'est pas forcément l'endroit. Puis même, c'est pas, je pense, le plus joli en termes de paysage. Je crois Et que la surtout Sicile est les beaucoup cultures. plus- Parce qu'en culture. Sicile, tu as c'est Siracusa, Noto, merveilleux, la Agrigento, la Sicile, mais Palermo. Magnifique. Palermo est magnifique. Tu as des endroits à Palermo vraiment magnifiques. Le théâtre du Palermo, un des plus beaux théâtres qu'il y a en Italie. Mais si tu vas à Agrigento, les temples tenus à Agrigento sont plus beaux que les temples en Grèce. Hein. Et en C'est bien France? tout, en France, mon endroit préféré, moi j'adore Parce Paris, que ton mari était originaire d'où? d'Aix-en-Provence. Ah oui, bah oui, c'est sympa aussi. C'est super joli. Moi je trouve que la France c'est magnifique. C'est comme vraiment comme l'Italie. Moi j'ai fait la Bretagne en vélo Oh, j'adore. et je trouve la Bretagne magnifique. La Bretagne. La Normandie est magnifique, Ouais. Bordeaux. En fait, vous avez en France, c'est un pays, mais c'est la première destination de touristes dans le monde. Pour moi, c'est le plus beau pays. Mais c'est magnifique, c'est un pays magnifique, des gens magnifiques. beau. Moi j'adore ce pays, c'est mon pays de cœur. Un pays de cœur. C'est pas le pays où je suis née, mais je suis profondément attachée à ce pays que je défendrai surtout et partout. Et je trouve qu'il faut arrêter avec le French bashing, par exemple. Et il faut respecter beaucoup plus ce pays parce que vous avez tellement de choses qui nous sont données en tant que citoyens. Et on est tellement habitué à voir des choses qu'on ne les valorise plus. C'est ça et il y a des choses. Et je comprends qu'il y a encore des choses à améliorer à nos C'est sympa d'entendre ça. Et quand tu dis qu'il faut valoriser, être sympa avec notre pays, mais ceux qui le disent sont toujours les étrangers. C'est marrant. Mais parce que... Il y a Jean-Michel Caram que je connais un petit peu, qui est d'origine libanaise. Et comme toi, il a adopté la France comme pays de cœur. Et il n'y a pas que lui, les autres, je les entends, c'est ceux qui, à la fin, qui défendent le mieux. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on a vécu dans les autres pays et donc on sait la différence. Ben voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est important de défendre ces pays comme vous l'avez fait jusqu'à là. Ouais. Et je sais qu'il y a des choses, encore une fois, je ne défends pas le gouvernement, c'est pas mon travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à améliorer, mais il y a une base qui est solide. Il y a un système social de protection. Tu arrives en France, tu peux accoucher. Je fais des exemples basiques. Moi, j'étais en Italie. En Italie, je devais payer tous mes médicaments. Tu payes une fortune quand j'étais enceinte. Je suis arrivée ici, vous avez l'acide folique. J'ai fait un exemple très basique, mais comme ça, les gens comprennent. Je ne parle pas des millions. Ah oui, en Italie, tout ça, un accouchement en Italie, tu le payes. Mais tu payes beaucoup. Ah oui. Tu payes beaucoup ton gynéco. Si tu veux, parce qu'en fait, si tu veux aller par le public, ça fait 6 mois d'attente. Tu dois accoucher. Tu peux pas attendre 6 mois. OK. Par définition, tu vas dans le privé. Et par définition, tu payes. Et pourtant, encore une fois, j'adore aussi mon pays qui a des choses hyper positives aussi. Ce que je veux dire, en France, mes filles, elles ont un passeport. Je veux dire, l'attente, oui, d'accord, on attend beaucoup, on attend 2 mois. Oui, mais va voir dans des autres pays, tu attends. Oh non, pour avoir un rendez-vous. Donc, c'est peut-être pour cela que nous, qui venons dans un autre pays, on va être Oui, si on est trop mal habitués. Je dirais pas mal habitué parce que c'est grâce aussi au peuple français que la France est là. Oui, mais on a l'habitude par la fortune de Dieu. Tout te soit dû aujourd'hui un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'on s'en rend compte. Vous avez le concept d'étape providence et donc aussi cette providence que nous n'avons plus, mais qui est aussi votre force. C'est parce que vous avez ça, vous demandez. C'est important de demander parce que si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Ce que je veux faire passer comme message, c'est un pays magnifique que j'ai choisi et que je choisirai encore et encore et encore. Avant de te quitter, moi j'adore, j'ai le plaisir d'offrir à chaque fois un petit cadeau clin d'œil. Donc je l'ai mis sous mes fesses, je l'ai réchauffé, mais il est là. Je peux l'ouvrir? Ah bah c'est fait pour. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci. J'espère que tu aimes lire. Oui. Et que tu ne l'as pas lu. Alors. Ah non, j'ai pas lu. Voilà. C'est trop Mon chien stupide. Et donc c'est un auteur italien. Qui c'est? Du coup, on dit John Fante. John Fante, voilà. Je l'ai lu. Il est top. C'est vraiment particulier. C'est un peu cru, mais c'est très vif, très dynamique. Ça raconte l'histoire déchue d'un écrivain à Hollywood. C'est sa vie un petit peu, je crois, apparemment, qui est pas terrible. Et puis il tombe sur ce chien qui est stupide.
Et tu vas voir, il a 4 enfants, dont 3 garçons. Enfin, c'est Je vais tu les vas lire, voir je vais te le l'écrit, dire. c'est très marrant. Ouais, je Je veux vais bien. te le dire. Moi, je l'ai fini, j'ai trouvé, c'est entre un Bukowski un peu doux, puis cool, mais très chouette. OK et Voilà. merci beaucoup. Donc Je touche beaucoup. c'était pour Merci. toi. Barbara, je te remercie d'avoir été là, d'avoir, Merci à dit toi. oui. Ça me fait très plaisir. Ce podcast, il est tout jeune, donc je suis vraiment flattée et puis, bah, chers, auditeurs qui nous avez écoutés, je vous invite à nous suivre, sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn également et sur la newsletter sur Substack. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.